taxe sur le revenant, impôt sur la torture, la participation au cadeau d'anniversaire de Gary. Ouais non, ça je peux l'enlever. C'est terrible toutes ces taxes. C'est à croire qu'on déteste les riches en enfer. Si seulement je pouvais toutes les supprimer. Mais attends, je suis le diable, je peux toutes les supprimer. Où est-ce que j'ai foutu ma plume? Oh putain, qu'est-ce que tu fais là, t'es qui? Sale jour, moi c'est Bolché. Et moi, c'est Geek. On est coincé là-dedans depuis que vous vous êtes servi de nos têtes comme marque-page. Et entre deux pages extrêmement ennuyeuses qui plus est. Mais ça veut dire que vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé dans ce bureau depuis tout ce temps? À peu près, ouais. Et on a entendu des choses horribles. Bon, tout ça c'est très bien, mais maintenant dégagez de mon tiroir. Alors, j'ai cru comprendre que vous étiez riche. Ouais, et alors? Bah alors, on se demandait... Vous savez à quoi? Comment ça, je sers à quoi? Ça se voit, non? Bon très bien, je vais vous expliquer. Bonsoir et bienvenue dans ce débrief sur les riches et leur utilité. Mais avant de commencer, qu'est-ce qu'un riche? Oui, ça peut paraître un peu bête, mais autant donner la définition qu'on va utiliser maintenant, comme ça on sait tous de quoi on parle. Alors les riches, avant d'être les bienfaiteurs de notre société, nos premiers de cordée, nos guides à travers les ténèbres, et en général juste des personnes super, ce sont avant tout des gens qui gagnent pas mal de moula. Mais à partir de combien de moula peut-on être considéré comme riche? Car s'il existe un seuil de pauvreté qui varie entre 1000 balles par mois et le SMIC en France, il n'existe pas en revanche de seuil de richesse qui décrète que tu deviens riche si tu le dépasses. Une personne gagnant 5000 € par mois est-elle riche? En France, environ 5 millions de personnes gagnent au moins 5000 € par mois. C'est assurément une position très aisée, mais c'est ridicule par rapport aux réelles grandes fortunes. Car c'est lorsqu'on grimpe dans les chiffres que l'on grimpe également dans les énormes écarts de richesse. Et ce sont les personnes tout en haut de cette courbe qui nous intéressent. Les 1% de la population, voire les 0,01% de la population dont la fortune est absurdément importante. Pour faire partie de ces 0,01%, ce qui correspond à peu près à 5000 personnes en France, il faut gagner au minimum 167 000 € par mois. Mais en moyenne parmi eux, ils gagnent 360 000 € par mois. Non mais là, ça devient juste indécent. Indécent ou vachement balèze? Non, indécent, ouais. La grande différence entre les très riches et les bouseux comme vous autres, c'est que la fortune des très riches ne vient pas du travail ni du salaire. La plupart de la population gagne la majorité de son argent grâce au salaire lié à son travail. Mais pour nos amis au compte en banque fleurie, il s'agit plutôt de placements dans des actions, de patrimoine, de loyers, en gros de capitaux. Donc ce n'est ni la quantité ni la qualité de leur travail actuel qui leur donne leur fortune. Par exemple, Elon Musk touche aucun salaire et pourtant, il pourrait très bien acheter ta famille s'il voulait. Bonjour Monsieur Musk, excusez-moi mais j'ai changé d'avis, est-ce que je peux avoir mes parents s'il vous plaît? No can't do, mon gars. Pourquoi? Because qu'ils sont sur Mars. Donc, qui sont ces premiers de cordée? D'où viennent-ils et à quoi servent-ils finalement? Les personnes les plus riches de France sont Bernard Arnault, avec une fortune personnelle d'à peu près 90 milliards d'euros, les frères Wertheimer avec 50 milliards, Françoise Bettencourt-Meyer avec 45,8 milliards et Axel Dumas avec 43 milliards. Évidemment, on compte pas là-dedans l'argent pas déclaré, le patrimoine caché, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, ces milliards viennent-ils de leur travail acharné, de la sueur de leur front, de leur intellect supérieur ou de leur pouvoir magique surnaturel? On va prendre des exemples relativement représentatifs, même si bien sûr, ça veut pas dire que ça marche comme ça pour tout le monde. Pour la première fortune française, Bernard Arnault, il a plus ou moins hérité de l'entreprise de son père en 78. Entreprise que le paternel avait acquis grâce à son mariage avec la fille du fondateur. Bernard ensuite se diversifie en achetant d'autres entreprises de luxe, mais aussi des journaux, comme Les Échos ou Le Parisien, à garder en tête lorsque vous les lisez. Françoise Bettencourt-Meyer est aussi née relativement fortunée à Neuilly-sur-Seine, entourée de ses parents PDG. Et pour Axel Dumas, il a également plus ou moins hérité de Hermès grâce à sa mère qui dirigeait la production et aussi grâce à son oncle PDG. On pourrait discerner comme un pattern dans tout ça. Monsieur le milliardaire, dites-nous le secret pour devenir riche comme vous. Eh bien, il n'y a pas de secret, il suffit de travailler très dur
et d'être né au bon endroit, au bon moment, dans la bonne famille, avec les bonnes conditions mentales et physiques, et d'avoir les bons contacts et le tour est joué. Comme quoi, vous voyez, tout le monde peut y arriver si on le veut vraiment. Merci, votre milliarditude. Mais vous vous dites évidemment que certains partent de rien et construisent eux-mêmes leur fortune, comme Jeff Bezos, l'un des hommes les plus riches du monde. Il a commencé Amazon tout seul dans son garage, le gars. C'est un self-made man. C'est vrai. Et c'est vrai aussi que ses parents lui avaient donné un petit coup de pouce de 245 000 $ pour l'aider à se lancer. Je veux dire, c'est normal, tous les parents font ça. It's not been easy for me. It has not been easy for me. And, you know, I started off in Brooklyn. My father gave me a small loan of $1 million. Tout ça pour dire que c'est possible dans certaines conditions de rentrer dans les classes sociales élevées sans y être né, mais que le club des ultra riches est quand même très étanche. Et de toute façon, vous l'aurez compris, pour être riche, il faut le mériter. Si vous galérez dans la vie, c'est sans doute que vous faites pas assez d'efforts. Mais du coup, ça sert à quoi d'être riche? Je sais pas, c'est plutôt cool, tu peux avoir des Rolex. T'as une Rolex, toi? Bah non, là j'en ai pas sur moi, là, mais... Et pourquoi t'en as pas? J'en sais rien, moi, qu'est-ce que tu me poses comme question? Alors ça veut dire que t'es pas riche? Mais si, mais c'est pas ça la question à la base, c'est à quoi servent les riches à la société? Ah, oui. Ah oui. C'est vrai, oui. Mais du coup, t'es pas riche? On va pas se poser la question morale de savoir si c'est quelque chose de bien ou pas qu'une personne gagne en un mois l'équivalent d'une vie entière d'un prolétaire. Mais on va juste voir si ces fortunes sont justifiées socialement. Est-ce que Bernard Arnault est 1 milliard de fois plus utile à la société que ta tante Ginette qui a la caisse du Super U? Secoue-toi un peu, Ginette! Il y a plusieurs vertus qu'on attribue aux grandes fortunes. Premièrement, grâce à leur fortune, ils peuvent consommer beaucoup et donc faire circuler beaucoup d'argent, renforçant l'économie. Deuxièmement, ces fortunes alimentent souvent des œuvres caritatives, humanitaires, technologiques ou juste d'autres projets qu'on considère comme des bonnes causes grâce à des dons importants d'argent. Troisièmement, beaucoup de ces grandes richesses possèdent de nombreuses entreprises et donc emploient beaucoup de gens. Et d'autres bienfaits divers et variés tels que leur haleine si fraîche qu'ils combattent le réchauffement climatique juste en bâillant. Vérifions tout de suite. Tout ça représente en fait la théorie du ruissellement, qui consiste à dire que si les riches d'en haut sont très riches, et ben leur richesse va ruisseler sur les populations plus pauvres petit à petit. Démonstration. Alors, commençons par la consommation des riches. Il est assez évident que lorsque tu as plus d'argent, tu peux plus consommer. Et en effet, plusieurs études montrent que les riches consomment plus que les autres. Mais ce qui est à noter, c'est qu'ils n'accordent pas les mêmes portions de leur budget aux mêmes catégories de consommation. Et par exemple, les riches, ils consomment proportionnellement moins de leur budget dans la nourriture que les autres. Leurs dépenses, elles se font plus dans l'immobilier ou les secteurs du luxe, et leur argent est souvent dispersé à l'étranger. Mais surtout, proportionnellement à ce qu'ils gagnent, les riches dépensent beaucoup moins que les autres. Et c'est ce qu'explique le chercheur Vincent Frigant. C'est pour cela qu'on dit qu'une augmentation des salaires des moins aisés est un moyen beaucoup plus efficace d'augmenter la consommation. De plus, il a été démontré que la consommation des ménages les plus riches était plus polluante que celle des ménages moyens. Mais voyons, tout le monde le sait que la bataille écologique est un combat individuel que tous ceux qui gagnent moins de 2000 € par mois doivent mener. Après tout, c'est eux les plus nombreux. Deuxième point, les dons et investissements des grandes fortunes dans les œuvres de charité. Certains applaudissent les prises de risque de ces investissements et de ces dons, et même si dans le cas des petites voire des moyennes fortunes, il peut en effet y avoir du risque, du côté des 0,01 dont on parle, c'est un peu moins le cas. Par exemple, Bill Gates a au cours de sa vie donné près de 45,5 milliards de dollars à des œuvres caritatives, et il est loin d'être le seul à dépenser sans compter dans ce genre de projet. Mais du coup, si les riches donnent autant, ils doivent être vachement moins riches à force. Gary. Évidemment que non, espèce de débile! Tu te souviens pas de la deuxième vidéo de la chaîne qui explique comment les dons des riches sont surtout composés de l'argent des autres grâce à la défiscalisation? Ah oui, c'est vrai, et en plus, c'était la première fois que j'apparaissais à l'écran. Ouais, ta voix était un peu bizarre. Ouais, et vous étiez plus objectif. Ferme ta gueule, Gary! Un autre problème avec ces dons et ces œuvres caritatives en général, c'est qu'elles cachent souvent une fausse philanthropie de la part des grands donateurs. En effet, même si certains de ces projets aident vraiment des gens, peu sont ceux qui s'attaquent réellement à l'origine des problèmes, des exploitations, des lois liberticides, des conflits. Ouais, faudrait que les grandes fortunes s'attaquent elles-mêmes du coup. Il est bien plus facile en tant que milliardaire de donner beaucoup d'argent pour faire un joli pansement et avoir l'air sympa que de changer les pratiques de son entreprise ou de son gouvernement. Oui, en tant que politiciens, milliardaires et autres personnes de pouvoir, nous pourrions réellement régler les problèmes de la société que nous gouvernons.
Mais si je vous disais plutôt qu'on va tous faire un petit don et un featuring sur la chaîne de McFly et Carlito, ah ça va être super, yeah! Moi je fais un tuto make-up. Et en ce qui concerne les investissements dans la technologie, il est vrai que ça permet de développer des projets intéressants et potentiellement utiles pour le bien commun. Le souci avec ça, cependant, c'est que ces découvertes importantes qui pourraient profiter à tous se retrouvent entre les mains de quelques individus qui peuvent en faire ce qu'ils veulent, freinant leur accessibilité à certains. Ensuite, la création d'emplois par les entreprises. Il est indéniable que les grandes entreprises créent un nombre significatif d'emplois en France comme ailleurs. Par exemple, en 2019, le groupe LVMH employait à peu près 163 000 personnes dans le monde. Amazon, de son côté, en emploie près de 1 300 000. On comptait en tout 25,5 millions de salariés dans toute la France en 2020. 19,7 millions de ces employés travaillent dans le privé. Quand je pense que tous ces gens pourraient être remplacés par des robots, ce serait vachement moins cher. Ou bien des stagiaires, c'est presque pareil. Donc il est évident que les grandes fortunes, pour la plupart en tout cas, créent des emplois. Et dans notre système économique actuel, c'est plutôt considéré comme une bonne chose. Le problème vient de la qualité des emplois et des effets que ces entreprises ont sur leurs employés et sur l'environnement. On se souviendra des innombrables scandales de maltraitance d'employés Amazon, des rémunérations minables d'Uber Eats et d'autres grandes entreprises du genre créant des travailleurs pauvres. Et même si c'est pas le cas partout, tout le temps, ça reste néanmoins fréquent. Combien d'entreprises appartenant à ces grandes fortunes participent significativement à la déforestation ou au réchauffement climatique? Et combien de ces grandes fortunes sont prêtes à délocaliser à l'étranger juste histoire de faire quelques économies en exploitant les travailleurs étrangers et laissant les Français dans la panade? Mais voyons, comme l'a déclaré Hermès, il s'agit juste de rechercher le meilleur savoir-faire. Ces petits Égyptiens et ces petits Philippins sont extrêmement doués et il faut les encourager à entreprendre. C'est ça l'hymne national. Il a ses bons côtés. On remarque aussi que ce sont les plus grandes entreprises, donc celles avec les plus grandes fortunes, qui sont les plus enclins à la délocalisation. C'est une question de logique, voyons. Pourquoi produire tout en France en payant correctement les employés avec des grosses fiscalités, alors qu'on peut produire des trucs un peu partout pour moins cher? Bah parce que déjà c'est vachement moins polluant et parce que de toute façon même si ça coûte plus cher en France vous gagnerez quand même un max de pognon. Mais voyons mon ami, gagner un max de pognon c'est bien, mais gagner 2 max de pognon c'est mieux. Les secteurs les plus touchés par la délocalisation sont les secteurs industriels. On est passé de 6 200 000 emplois industriels en France en 1975 à 2 760 000, pas lire les chiffres, en 2010. En 2020, 62% des emplois industriels des filiales françaises étaient des emplois à l'étranger. Notre économie se penche de plus en plus dans l'économie tertiaire de services. Le fait est que la population concernée par l'abandon de l'industrie en France est elle aussi laissée à l'abandon. Dans tous les cas, lorsqu'il y a de très grosses entreprises, il y a de très grandes chances qu'il y ait aussi des très grosses exploitations humaines. Et c'est ça qui est beau! C'est quoi votre problème? Ah, je sais, vous êtes jaloux de leur argent et de leur réussite. Vous êtes salés parce que vous voulez la même chose. Non, pas vraiment. Au fond, on peut comprendre l'envie de certains de gagner beaucoup d'argent. Mais c'est juste qu'à force, ça devient indécent quoi. Par exemple, Jeff Bezos, il gagne en 9 secondes plus qu'un employé d'Amazon en un an. Il gagne 3182 $ par seconde, le gars. On aura beau dire, malgré le travail qu'il peut fournir, c'est n'importe quoi. Et puis de toute façon, c'est pas son travail qui lui rapporte de l'argent, c'est son capital. Ces grandes fortunes ont tellement d'argent qu'il est impossible à dépenser et c'est autant d'argent perdu pour l'économie mondiale. Des individus possèdent autant, voire plus que certains pays entiers. Bien sûr que non, on n'a pas envie d'être comme ça, c'est juste absurde comme situation. Clairement. Ouais, vous êtes juste jaloux. Reprenons. Afin d'inciter les grandes fortunes à investir et à employer en France, le gouvernement leur a souvent donné différentes aides financières et fiscales. Des prêts, mais surtout diverses diminutions d'impôts. Impôts qui, dans le principe, servent à aider tout le monde, en prenant une part proportionnelle aux revenus de chacun, afin de financer des projets de biens communs, comme les hôpitaux, l'éducation, et d'autres conneries dans le genre. Déjà que la solidarité ça pue, mais la solidarité forcée en plus. Récemment, comme aide aux grandes fortunes, on a eu la suppression de l'impôt de solidarité
solidarité sur la fortune, qui est devenu impôt sur la fortune immobilière, ce qui signifie que l'impôt n'est plus calculé sur la fortune entière de la personne, mais seulement sur ses possessions immobilières, ce qui correspond à une perte pour l'État d'environ 3,2 milliards par an. La création du CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, qui allège les cotisations des entreprises, pouvant en effet aider certaines petites et moyennes entreprises, même si ce sont les grandes entreprises qui profitent le plus de ce crédit, coûtant des dizaines de milliards d'euros à l'État chaque année. Donc finalement, les plus riches, justement, sont les grands gagnants de cette façon de faire, puisque à la fois on baisse l'impôt qui les frappe et on leur demande de l'argent et donc finalement on se lie à eux via les titres de dette. Exactement. Ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'avant ce qu'on leur prenait sans contrepartie, aujourd'hui c'est nous qui leur versons quelque chose. Si on simplifie, c'est exactement ça que ça veut dire, de passer pas de passer, mais de privilégier un financement par la dette publique qui enrichit certaines catégories de la population les plus riches à la place d'un financement de la dépense publique majoritairement par les prélèvements obligatoires. Sans compter bien sûr la réticence de l'État à combattre les fraudes fiscales et autres magouilles qui, par définition, sont difficiles à chiffrer exactement parce que, c'est censé être de la thune planquée, même si le nombre le plus souvent avancé est un manquement d'entre 60 et 80 milliards d'euros par an à cause des fraudes fiscales. Et Manu était très conscient de ce problème, il l'a dit lui-même, regardez. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. C'est qu'on doit mieux prévenir, ça nous coûtera moins ensemble. Et on doit mieux responsabiliser tous les acteurs. Ah non, pardon, là il parlait des aides et des minima sociaux pour les plus pauvres, désolé. Et c'est vrai que c'est une somme conséquente qui est attribuée à ces salauds de miséreux. En tout, c'est 32% du revenu national qui part dans les protections sociales. Mais la majorité de cette somme est pour la retraite. Et les gens cotisent toute leur vie pour l'avoir. Du coup, c'est surtout leur argent qu'ils récupèrent. Mais si on prend l'argent qui sert uniquement pour la lutte contre la pauvreté, cela correspond à entre 2 et 3% du PIB. En 2018, on estimait que si ces aides n'existaient pas, le taux de pauvreté en France serait de 22% au lieu de 14%. C'était qui ces salauds qui ont instauré ces sécurités sociales et autres merdes là? Les communistes, patron. Voyons, Gary, dis pas n'importe quoi, tout le monde sait que les communistes ils faisaient juste des goulags et des moustaches. Et ce genre d'aide semble de plus en plus faible et de plus en plus difficile à avoir, contrairement aux aides financières pour les plus riches. Bonjour, j'aimerais obtenir ce que vous appelez, je crois, le RSA. Mais justement, revenons aux riches. Ces aides sociales ne devraient pas poser plus de problèmes que ça, puisqu'en aidant les riches, comme on l'a vu, ils vont engager masse de gens et réduire la pauvreté. Pierre Gattaz, l'ancien président du MEDEF lors de la création du CICE, promettait 1 million de nouveaux emplois grâce à ces mesures dans les diverses entreprises françaises. Et si 5 ans après, on constatait effectivement environ 800 000 nouveaux emplois dans les entreprises profitant du CICE, l'Observatoire français des conjonctures économiques estime qu'en réalité, seulement 240 000 emplois nets ont été créés grâce au CICE, ce qui est 30% de tous les emplois créés pendant cette période, et même pas un quart de ce qui avait été promis. Et où est passé le reste de la thune? Du coup, peut-être qu'il aurait mieux fallu utiliser les dizaines de milliards d'euros différemment si le but était de créer des emplois, non? Ouais, et pourquoi pas taxer un peu plus les riches pour subventionner directement les emplois? Chut, vous allez leur faire peur! Qu'est-ce qui leur fait peur? Le fait qu'on dise qu'on pourrait plus les taxer? Non, les écoutez pas, ils voulaient pas dire ça, on va vous faire des cadeaux, des prêts à taux zéro, revenez! Eh oui, car comme le dit si bien notre trésor national Cyril Hanouna, Je vous le dis, tout le monde va se barrer. Tous les plus riches vont se barrer, je vous le jure. il y a cette peur que si l'on taxe trop les grandes fortunes, les riches vont s'en aller et nous priver de tous leurs bienfaits. Ils partiront vers des horizons meilleurs, où l'herbe est plus verte et la fiscalité plus douce. Faut les comprendre, t'imagines, tu bosses toute ta vie à récupérer des actions, des loyers et autres produits du travail des autres, et ensuite, t'as les connards du gouvernement qui viennent t'en prendre la moitié pour aider l'économie du pays et les gens qui ont pas eu autant de chance que toi dans la vie, c'est horrible! Imaginez, si on prenait 70% des 3 400 000 euros annuels de Bernard Arnault, il resterait aux pauvres bougres seulement 1 40 000 euros par an pour survivre. Depuis qu'ils ont augmenté la taxe pour les riches, on est obligé avec Hélène d'avoir seulement 2 manoirs, un yacht et de manger des pâtes au pesto. C'est pas une vie, je vous le dis. C'est pas une vie. On est quoi? Des animaux? Pas étonnant qu'après tout ça, les riches menacent de se tailler en apportant leur thune avec eux, vu comment on les traite mal.
Mais leur thune, elle vient de l'argent et du travail des Français. C'est pas très sympa. On pourrait pas trouver un meilleur système moins déséquilibré? Par exemple, il existe un salaire minimal pour éviter que les gens soient trop pauvres. Pourquoi ne pas limiter la rémunération du capital pour éviter que les gens soient trop riches? Ils vont quand même pas dire qu'ils ont besoin d'autant. Puis ça évite de galérer à récupérer l'argent après, vu qu'ils trouvent toujours des moyens d'échapper à l'impôt. Parce que c'est ça aussi, c'est un problème démocratique. Toutes ces richesses, ça fait pas juste qu'ils ont trop d'yachts, ça fait qu'ils ont trop de pouvoir sur nos vies, sur les politiques et même sur les États. Ce sont en bonne partie ces grandes fortunes qui financent les campagnes de certains candidats au présidentiel et qui du coup décident des choix qu'on a. Ce sont les mêmes fortunes qui possèdent les médias et qui décident de ce qu'on peut voir et du coup de ce qu'on peut penser. En plus, ça crée une caste intouchable au-dessus des lois. Ils peuvent tous permettre et ils le savent, et ce sont eux qui influencent les politiques nationales, bien plus que les citoyens. Ça veut pas dire que toutes les personnes fortunées sont forcément des mauvaises gens, mais il reste qu'ils possèdent un pouvoir non négligeable et totalement antidémocratique. C'est vrai, si on doit compter sur leur charité plutôt que sur des politiques publiques, on leur laisse le pouvoir de décider où vont les ressources au lieu de le faire de manière démocratique. Déjà que ça leur donne tout le pouvoir sur la production. On devrait pas avoir un peu notre mot à dire sur ce qu'on produit et comment, non? Surtout vu le merdier écologique dans lequel ce système nous a mis. On est en démocratie ou pas? C'était pas une blague. Alors pourquoi l'économie ne deviendrait pas démocratique? Rappelez-moi pourquoi je vous avais fourré dans ce tiroir à la base. Je crois que c'était parce qu'on parle trop. Et qu'on pose trop de questions? Et qu'on est de gauche? Et qu'on est mime à nos heures perdues? Et qu'on sent la myrtille? Et qu'on aime Twilight? Et qu'on sait compter 2 par 2? Et qu'on est champion de corde à sauter? Et qu'en définitive, et en dernière analyse... Oh, ça fait du bien quand ça s'arrête. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce débrief sur les riches, en espérant vous revoir bientôt sous de plus mauvais augures. Et n'oubliez pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Catch myself out thinking of you, and when you're next around, you are uninvited, but now you're here. Would you stay? 'Cause I need you around. You broke inside my mind, and you wrote your name on all the walls. Patron, vous m'avez mis dans le tiroir, moi aussi. Ah, il a pas dû faire gaffe, il va venir me chercher. Ah non. Non, il a fait exprès. Bon, quelqu'un veut jouer au Kems?